Grave, je travaille à IRSTEA. Donc IRSTEA, c'est l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture, ex-CEMAGREF. Et pour vous, Montpelliérain, vous connaissez sans doute mes collègues qui travaillent notamment dans l'UMR Géo. Voilà. Donc moi, je suis dans une unité en fait, qui s'appelle Environnement, Territoire et Infrastructure et qui est à Bordeaux. Et donc une unité assez sciences sociales. Et où on est donc pas mal dominé par économistes et sociologues, mais on est quelques géographes et on travaille notamment sur des formes de découpage de l'espace qui sont traversées par la question environnementale. Et on s'intéresse à la fabrique de ces découpages, mais aussi ce qu'ils produisent en termes de conflits, mais aussi d'inégalités. Et donc derrière, il peut y avoir des choses assez diverses, hein, notamment des zonages environnementaux, mais aussi, plus généralement, ce que moi je pourrais appeler des formes de territorialisation, au sens donc, où on s'intéresse à des objets géographiques, qui peuvent être des espaces, qui sont des objets de conflit, mais aussi le support de stratégies de contrôle sur des entités non humaines, mais aussi des groupes sociaux. Donc ça, c'est quelque part derrière, on peut y voir une définition d'une forme de territorialisation plutôt politique et plutôt anglo-américaine, disons. Et voilà, c'est dans ce sens-là que moi et mes collègues, on l'utilise le plus, même si à IRSTEA, les approches territoriales sont très présentes et très variées. Et comme l'a dit Mélanie, en fait, j'ai beaucoup de collègues qui s'intéressent beaucoup à des questions de développement territorial, voilà, qui l'utilisent donc du coup dans une autre acception. Donc moi, je suis à IRSTEA depuis un peu plus d'une dizaine d'années. Hein. Mes objets sont plutôt européens et métropolitains, on va dire. Hein. Ce sur quoi je travaille, le type d'objet en fait, sur lequel je travaille, ça va être l'idée des massifs forestiers, des espaces forestiers marginaux, ça va être les aires d'adhésion des parcs nationaux, ça va être l'idée des espaces riverains de fleuves ou d'estuaires. Voilà le genre d'objets que je travaille. Il se trouve qu'avant, j'ai un petit passé montpelliérain, parce que j'avais fait ma thèse ici au CIRAD, et cette question de la territorialisation, telle que je l'entends, j'avais pu commencer à la travailler, donc du coup avec des collègues du CIRAD Forêt, notamment avec Denis Gauthier, avec qui j'ai pu continuer à collaborer. Donc c'est quand j'ai pris cette invitation du coup à venir contribuer à animer donc, la journée d'il y a 2 jours, mais aussi celle-ci, c'est en ayant en tête cette double expérience par rapport à ces concepts de territorialisation. Même si du coup, je me rendais bien compte que ma vision des contextes pays du Sud était peut-être de plus en plus... enfin, qu'il y avait un enjeu de mise à jour pour moi qui n'était pas si évident. Donc voilà, c'est notamment avec ce genre de réserve en tête que je me suis attelé à l'exercice. Alors, la question, donc, un peu en amont pour cette journée, c'est peut-être celle d'un manque de dialogue, du coup, entre un pôle qui serait plus porté sur les questions du foncier et des approches dites territoriales. Alors, moi, je me suis permis de remettre une définition du foncier, donc coécrite donc du coup par 2 auteurs ici présents, hein, Philippe et Pierre-Yves. Et bon, juste la première phrase. Hein, voilà, enfin, le foncier, c'est l'ensemble des rapports qu'entretiennent les hommes entre eux à propos de l'accès et du contrôle de la terre et des ressources naturelles. Et, donc, il y a ensuite donc, un paragraphe que je trouve très intéressant.
Moi, ce que je retiens de cette, de cette partie de texte, hein, c'est que c'est très englobant, c'est très large, et que à ce titre, en fait, je pense qu'il peut y avoir énormément de recouvrement et de proximité par rapport à beaucoup de manières de problématiser le territoire et les dynamiques territoriales. Et une fois qu'on reconnaît ça, sans doute les raisons d'un manque de dialogue tiennent peut-être à cette proximité, en fait. Hein. C'est un certain nombre de constats qui ont pu être pas mal faits notamment sur des questions d'interdisciplinarité. Hein. C'est que la proximité, parfois, sur des objets et ou des disciplines est peut-être plus compliquée que des formes de collaboration. Voilà. La collaboration de proximité est parfois plus difficile, et ça c'est quelque chose en fait qu'on constate, notamment à IRSTEA en fait au jour le jour dans nos travaux. Alors, donc moi je vais peut-être continuer sur le jeu des définitions pour donner. Bon, ça va être très fragmentaire, hein, mais peut-être l'idée, c'était comme je l'avais mis dans le titre, hein, de donner peut-être quelques jalons sur des évolutions de la pensée du territoire dans les contextes francophones et anglophones. C'est extrêmement vaste, extrêmement touffu, extrêmement dilué aussi, donc je n'ai pas du tout prétention d'être exhaustif là-dessus, mais pour vous donner quelques repères, on peut peut-être repartir sur des jeux de définition. Alors j'ai choisi celle-ci, hein, de Guy Dimeo, qui est une des figures un peu historiques de la géographie sociale bordelaise, et donc avec une définition qui date des années 90. Et donc Guy Dimeo nous dit, voilà, le territoire témoigne d'une appropriation à la fois économique, idéologique et politique de l'espace, par des groupes qui se donnent une représentation particulière d'eux-mêmes, de leur histoire, et de leur singularité. Alors la géographie française, en fait, s'était assez peu saisie hein, du territoire en fait, comme concept, jusqu'en gros aux années 80, hein, où là, il y a eu un foisonnement un peu d'intérêt de différents secteurs de la géographie. Hein. Et quand on arrive là dans les années 90, hein, avec cette manière dont Guy Dimeo essaye de synthétiser les choses, hein, on est à un moment où on a des auteurs qui cherchent à reconnaître à la fois, qui cherchent à allier en fait dans ce concept en fait l'idée d'un espace social, mais aussi d'un espace vécu. Et donc avec en essayant de tourner aussi autour de cette question du rapport identitaire du coup à l'espace. Depuis les années 90, enfin, le territoire a fait florès hein, dans le contexte français et francophone, hein, et donc dépassant très largement le cercle des... Enfin, il avait été pas mal porté par les géographes, mais du coup, il a dépassé très largement la discipline, le cercle académique, et du coup, il a été extrêmement utilisé et réutilisé. Face à ce foisonnement, en fait, il y a eu plusieurs sortes de réactions. On peut en trouver une, notamment dans le dictionnaire de Lévy et Lusso, hein, de Jacques Lévy donc, et Michel Lusso, hein, qui a été paru en 2003. Et eux, une des manières de réagir à ça, c'était de dire que finalement, le territoire n'est jamais qu'une forme d'espace parmi d'autres. Et eux considèrent que l'espace doit être considéré, pourrait être considéré de la manière suivante. Voilà, une des dimensions de la société correspondant à l'ensemble des relations que la distance établit entre différentes réalités. Bon, je passe aussi, on peut reprendre quand même la fin de la deuxième. Hein. Une réalité spatiale est souvent hybride, à la fois matérielle, immatérielle et idéale. Et ils choisissent en fait de restreindre le territoire à une forme d'espace, hein, c'est-à-dire que ce serait un espace dans lequel la métrique serait d'essence, de nature plutôt topographique, hein, c'est-à-dire qu'elle serait marquée par la continuité et la contiguïté. Alors je passe après, il faut un certain nombre de distinctions. Bon voilà, un type de réponse qui, il y a un peu plus de 15 ans, donc du coup avait été, il y a pile 15 ans en fait, avait été proposé. Alors,
bon, on est sur un type de réponse, hein, mais derrière, il y avait aussi plusieurs usages du terme, et quelque part une forme de dilution conceptuelle qui était un petit peu associée. Alors ça je vous mets un extrait en fait d'une. Alors on a un petit réseau en fait de géographes au sein de l'institut, et le territoire en tant qu'affichage est extrêmement présent. Voilà. Donc territoire est présent dans l'acronyme de mon unité de recherche. J'appartiens aussi à un département qui s'appelle territoire, donc tout ça est extrêmement présent. Mais quand on dialoguait en fait entre nous, on pouvait en fait ressentir aussi un certain inconfort par rapport à cet usage du terme, qui quelque part en fait était aussi pouvait être très varié. Alors on a mis ça en scène dans une com qu'on avait fait sous forme théâtrale à Rennes, et un des personnages en fait exprimait son inconfort de cette manière-là. Voilà, est-ce que c'est des logiques de proximité organisationnelle, un type particulier de lien social, une unité géographique cohérente ou juste un espace approprié? Est-ce qu'il est forcément enraciné? Est-ce qu'il peut être fluide, voire éclaté? Est-ce qu'il est synonyme de développement local? Bon, a priori non, mais où est-ce qu'il se retrouve à toutes les échelles? Bref, ça devient très difficile de s'y retrouver, à moins de considérer que tout est territoire et que le territoire est partout. Bon, c'était un personnage qui s'exprimait. Voilà, mais une certaine forme d'inconfort qui avait pu être exprimée. Une manière donc ça, du coup, ça fait ces considérations, du coup, ça fait au moins une dizaine d'années un peu qu'elles sont exprimées. Une des manières, en fait, qui a aussi été portée pour y répondre, c'est de reconceptualiser, d'adjoindre, en fait, au simple terme territoire, ceux de territorialité et de territorialisation, avec derrière l'idée de dépasser des visions un petit peu statiques, de remettre de l'intentionnalité là-dessus et des émergences. Donc je vais passer peut-être, je passe là-dessus, hein, mais bon, voilà, c'est dans des débats en tout cas de géographie francophone en fait. Le débat, il y a une dizaine d'années, en fait, s'est tourné autour de ça, et donc il y a eu une organisation en fait de plusieurs colloques qui étaient autour de ces termes-là, en fait, qui étaient notamment portés par des collègues de Grenoble. Alors voilà, on en vient à territorialité et territorialisation. Pendant ce temps-là, chez les anglophones, le terme en fait est utilisé depuis longtemps, enfin territory est utilisé depuis longtemps, et en fait n'a pas forcément eu le même cycle de débat, n'a pas fait florès de la même manière, et d'une certaine manière, c'est plus une considération de... Il est longtemps resté sur plutôt des sens un peu initiaux, plutôt de géographie politique, hein, d'un espace borné, administré. Voilà, il y était pas mal resté cantonné. Et si on doit trouver des parallèles, en fait, c'était plus avec l'idée... ce sur quoi il y avait beaucoup plus eu débat, c'était sur l'idée de place, par exemple, ou de space, voilà, qui avait été voilà, beaucoup plus travaillé. Ceci dit, voilà, il y avait un certain nombre de travaux très influents, notamment qui remontent aux années 80. Et bon, il y a cette définition de la territorialité, enfin territoriality, que j'aime beaucoup parce que je la trouve très simple et en même temps assez puissante, en fait, qui avait été proposée par Robert Sachs. Et donc Sachs nous dit, voilà, la territorialité, en fait, c'est la tentative par un individu ou un groupe d'affecter, d'influencer ou de contrôler des humains, des phénomènes et des relations, en délimitant et en développant une forme de contrôle en fait, sur une aire géographique. Alors cette définition, en fait, elle est intéressante parce que quelque part, elle donne un peu des gages à une définition un peu minimale, quasiment éthologique en fait, du territoire, mais elle a pour intérêt aussi d'avoir une dimension complètement
d'abord lié à de l'intentionnalité, et ensuite relationnel. C'est-à-dire que derrière, on est sur des relations sociales qui créent aussi d'autres relations sociales. Et donc ça, c'est une définition qui a été assez influente et qui a pu être utilisée par d'autres. Et notamment en fait par des chercheurs qui ont beaucoup travaillé en Asie du Sud-Est dans les années 90. Donc il s'agissait notamment de Van der Geest et de Peluso, de Nancy Lee Peluso. Et dans ces travaux, eux proposent de développer l'idée de la territorialisation. Et ce qu'ils proposent, c'est la définition suivante, hein, c'est que la territorialisation, ce qui est en jeu, c'est le fait d'exclure ou d'inclure des humains au sein de frontières géographiques particulières et de contrôler ce que ces humains font et la manière dont ils accèdent à des ressources naturelles au sein de ces frontières. Donc voilà, donc l'idée de contrôle, et donc là, ça renvoie très très fortement, du coup, enfin c'est quasiment la même en fait à l'acception que je vous donnais moi au tout début de mon propos. Alors, dans ces travaux du début des années 90, hein, ce à quoi en fait ils s'intéressent, hein, ce sont des stratégies très portés en fait par des États de l'Asie du Sud-Est. Hein. Ils avaient travaillé notamment en Thaïlande, mais après Peluso a continué à travailler dans l'Indonésie de Suharto. Et donc là, on est vraiment sur des formes de territorialisation qui sont très portées par des services de l'État ou proches de l'État, et aussi associées à des formes de violence et d'éviction assez fortes. Et donc derrière, en fait, bon, voilà, deuxième citation hein, qui est assez présent, enfin, ça se comprend bien aussi dans le type de terrain et le type de problématisation qu'ils avaient, hein, c'est que donc l'enforceability, enfin, la capacité de mise en œuvre, de mise en application de ces prétentions territoriales, elle peut se faire en fait par une reconnaissance par une audience ad hoc, par une pression sociale, mais aussi par la menace et l'utilisation de violence. Donc voilà, une acception de la territorialisation et qui du coup, donc on est au milieu des années 90 et qui a été assez influente dans pas mal de travaux, notamment qui se réclamaient de la sphère de la political ecology. Alors, non, en termes de timing, il n'y a pas de souci. Moi, je voulais juste offrir. Ouais, combien de temps j'avais encore? C'était ça. Je peux déborder un peu. Voilà. Ok. Alors, je voulais juste, donc voilà pour le cheminement hein, sur cette manière de poser la territorialisation. Moi, je voulais peut-être offrir trois exemples de la manière dont je vois peut-être les manques de dialogue possibles qui a pu se produire en fait entre le foncier et le territoire. Alors évidemment, je le vois avec ma petite lorgnette plutôt côté géo. Donc vous me direz si je suis à côté de la plaque ou pas, hein, mais le premier exemple que je peux peut-être que j'avais en tête en fait par rapport à ces occasions manquées, mais en tout cas c'est la difficulté de ces dialogues, c'est peut-être sur ce qui s'est produit autour de la question du terroir en Afrique, pas seulement en Afrique de l'Ouest, hein, mais enfin, ce qui avait été beaucoup porté en fait sur la question du terroir et qui avait été beaucoup porté par des géographes de l'Orstom, qui est devenu maintenant l'IRD. Et notamment, donc, il y avait deux figures importantes autour de ça. Hein, c'était Gilles Sauter et Paul Pellissier, hein, qui en 1964 avaient proposé la définition du terroir comme une portion de territoire appropriée, aménagée et utilisée par le groupe qui y réside et en tire ses moyens d'existence.
à la suite sur cette base, en fait, il y avait une vague très importante de travaux, donc très portés par l'Orstom, qui avait consisté à faire ce qui s'était appelé des études de terroir, c'est-à-dire des études très intensives sur des villages, avec un croisement de regards, alors bon, souvent porté par une personne, qui était souvent un géographe, mais pas toujours, et avec quand même, par contre, une grille d'analyse qui croisait beaucoup d'enjeux et qui accordait une place assez importante, en fait, à la question foncière. Ces études de terroir, en fait, ont été, telles que je l'ai compris, très, très structurantes pour la géographie à l'Orstom. Il y a de nombreux géographes qui sont quelque part passés par cet exercice. Joël Bonnemaison, qui allait devenir en fait une figure importante de la géographie culturelle, avait commencé par ça. Il me semble que Hervé Racout, qui avant son décès était professeur à l'université Bordeaux-Montaigne, avait aussi commencé était aussi rentré en recherche, notamment en faisant des études qui se réclamaient de ça à Madagascar. Et donc voilà, donc il y a eu un gros effort sur ces études de terroir. Et donc en 1995, notamment, il y avait eu mené par Blancpammard, il y avait un espèce de bilan d'étape où la question de l'héritage et de la patrimonialisation était aussi introduite dans cette manière de penser le terroir. Alors il y avait un certain nombre de critiques importantes aussi qui étaient adressées au terroir. C'était notamment le fait que c'était il y avait du croisement de regards, mais quelque part c'était très statique et très localiste. Et donc, il y avait un article de 1994, là, par Painter, qui disait, voilà, votre terroir, mais moi, ce que je préfère autre chose, ce serait plutôt l'idée d'un espace d'action, action space, avec l'idée que ça permettrait mieux de prendre en compte des dynamiques de différenciation, des questions de mobilité, des questions de diversification. Et donc, de l'intérieur, il y avait donc ce genre de critique. Un autre héritage qui a été très important de cette approche terroir, c'est qu'elle a été très très réappropriée par le monde du développement. Et dans les années 80, donc, l'approche terroir a servi pour monter des programmes de recherche-développement. Et dans les années 90, c'était encore plus affirmé encore. Donc, c'était un outil pour la planification de la conservation, la restructuration territoriale et la privatisation foncière. Et dans un papier de 2007, là, qui était écrit donc, par Tom Bassett, mais aussi donc, des collègues français, là, Blancpammard et Boutret, il y avait ce regard un peu rétrospectif sur la manière dont ça avait été mis en œuvre en Côte d'Ivoire. Et ce que disaient Bassett, Blancpammard et Boutret, c'était que quelque part, ces approches terroirs avaient une responsabilité sans doute assez forte dans la survenue du conflit en Côte d'Ivoire en 2002. En ayant abouti en fait à des formes d'exclusion et des hameaux dits non autochtones, notamment. Et donc cette logique néo-coutumière simplifiée avait abouti à des dynamiques d'éviction. Voilà. Je vais peut-être passer là-dessus, sur celui-là. Je passe là-dessus. Pour revenir à la territorialisation façon Van der Geest et Peluso. Donc depuis les années 90, il y a eu un certain nombre de réutilisation de ce concept et de ces approches. Ce que je peux vous présenter, c'est quelques exemples récents. Donc le même Tom Bassett que je citais précédemment a fait un numéro spécial dans la revue Éco-Géo avec Denis Gauthier. Alors ce qui est intéressant, c'est que dans leur éditorial, ils font le point justement sur
la manière dont la pensée en fait, de la territorialisation des territoires, des espaces des espaces de conservation en fait, a pu évoluer. Et on note quand même des évolutions assez notables en fait, par rapport aux premiers exemples du sud-est asiatique. Hein. C'est que d'abord, c'est sans doute une forme de polycentrisme. Enfin, c'est que les territorialisations qui sont montées, qui sont créées, etc., sont le plus souvent d'une nature assez instable. Et elles peuvent être aussi portées par des acteurs en fait, qui ne sont pas des acteurs étatiques. Donc, bon, il y a les grandes ONG de conservation, mais il y a aussi un certain nombre de choses qui se passent aussi par le bas. Et dans ce numéro, bon, il y avait un certain nombre d'exemples assez intéressants. Hein. Notamment, par exemple, pour regarder des exemples en Afrique de l'Ouest sur comment l'anacarde, le développement de l'anacarde au Burkina Faso, en fait, c'était fait de manière complètement à l'écart des réseaux du développement, mais avait abouti à des recompositions et des formes de territorialisation extrêmement importantes. Quoi. Le deuxième point qui souligne aussi, c'est que même si on peut être sur des territorialisations qui peuvent être très portées par un acteur donné, bon, donc des services étatiques, par exemple, elles peuvent avoir des motivations multiples et donc aussi des formes de contradictions internes. Hein. Un troisième point, c'est qu'il y a tout un ensemble aussi de dynamiques politiques qui peuvent être liées à ces territorialisations, que les discours ne sont pas forcément les mêmes et que dans ce processus peuvent se faire des alliances territoriales qui n'étaient pas prévues initialement. Donc voilà, le constat hein, d'une certaine diversité et d'un certain foisonnement de ces formes de territorialisation. Un point une référence qui est sans doute assez intéressante, là c'est si on retourne du coup du côté d'auteurs qui ont pas mal travaillé sur l'Asie du Sud-Est. Il y avait donc Nancy Lee Peluso et Christian Lund avaient fait un numéro spécial dans le Journal of Peasant Studies, si je me souviens bien, qui s'appelait New Frontiers of Land Control. Et là, eux aussi font une sorte de bilan d'étape un peu sur ces approches par rapport à la manière dont ils les traitaient quelque part dans les années 90. Et ce qu'ils constatent, c'est que il y a eu des formes il y a eu des grands changements en fait, dans ces configurations-là par l'irruption de nouvelles dynamiques agraires, et notamment donc, le fait qu'il y ait de nouveaux types de cultures avec des nouveaux processus de travail et de nouveaux objectifs pour les agriculteurs, de nouveaux acteurs et de nouveaux sujets, et aussi des instruments nouveaux, à la fois légaux et pratiques, pour posséder, exproprier ou remettre en cause en fait des arrangements, j'allais dire des arrangements fonciers, mais enfin, d'autres formes de contrôle sur la terre. Et donc, ils reviennent un petit peu encore sur cette question de la territorialisation, dont ils insistent sur le caractère relationnel aussi de ces nouvelles formes, enfin encore plus relationnelles sans doute qu'avant, de ces nouvelles formes de territorialisation, que ces prétentions sur des espaces ont une dimension qui est assez collaborative. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait, où pas où on les reconnaît, mais en tout cas on se met en discussion en fait avec elles, il y a une forme d'enrôlement qui peut se produire. Alors, il donne d'exemples de formes de titrisation, mais il y a encore plus en fait l'exemple est peut-être encore plus parlant en fait avec ce qu'avait pu se produire autour des marchés carbone. C'est-à-dire qu'à partir du moment en fait où on accepte
de discuter sur une logique de marché de carbone, en fait, c'est pas les mêmes acteurs qu'avant et c'est pas les mêmes logiques qu'avant. Et ça, de fait, ça a une importance, enfin, ça reconfigure pas mal le débat. Je vais finir toujours sur des travaux de Nancy Peluso. Alors elle avait beaucoup travaillé sur des espaces forestiers, mais il se trouve que depuis 4 ans, en fait, elle travaille sur les mines, donc les petites mines de West Kalimantan, donc c'est en Indonésie. Et alors, ce qui est intéressant, du coup, c'est que c'est une manière aussi pour elle de comparer par rapport aux formes de territorialisation qu'elle avait pu étudier auparavant. Et ce qui ressort beaucoup en fait de ces travaux de terrain, c'est que on n'est pas sur ce qui ressort des dynamiques foncières et agraires qu'elle étudie là, sur ces régions où donc se fait de l'exploitation de l'or, c'est qu'on n'est pas sur une territorialisation qui serait classique, qui serait portée uniquement par l'État, mais que les formes d'hégémonie en fait, qui se développent sont assez largement en fait, émergentes. Et tout ça se fait dans le contexte un peu de ce qu'elle appelle une resource frontier, et dont les attributs en fait déterminent justement en fait cette émergence. C'est-à-dire qu'en fait l'exploitation de l'or en fait c'est assez fugace. La temporalité est assez rapide pour un espace qui peut être considéré comme intéressant pour l'or ou pas. Et on a aussi une mobilité assez forte aussi des mineurs sur ces régions-là. Et donc, il y a une forme il y a des dynamiques qui sont extrêmement différentes en fait, qu'elle observe. Et donc elle a 2 articles en fait, là-dessus. Hein. Le premier est vraiment sur la territorialisation et le deuxième essaye de trouver des points d'accroche en fait, avec ce qui se passe pour la situation des mineurs et des agriculteurs. Et elle défend l'idée en fait, qu'il y aurait une figure un peu commune qui serait celle du petit propriétaire, de la petite parcelle et du smallholder slot. Donc une forme le fait d'avoir une petite parcelle que l'on peut défendre dans une forme d'économie morale, telle que E.P. Thompson, par exemple, aurait pu la définir. Voilà. Alors, je vais m'arrêter là. J'ai bien tenu la demi-heure ou pas, je ne sais pas. C'est parfait. Là, je finis juste sur une dernière diapositive, en fait, que c'est juste un copier-coller en fait du texte d'une première version du texte en fait que vous aviez faite pour l'appel à session, mais après il avait fallu réduire, et donc je pense que cette partie du texte en fait avait je pense, dû disparaître. Voilà, donc je me permets de le reproduire là. Ça va nous donner des pistes pour les présentations de la suite de la journée. Hein. Parce que vous aviez pré-identifié trois grandes formes de liens, trois grandes directions sur lesquelles relient un peu les différentes communications. Hein. Il y a la manière dont des logiques néo-coutumières de régulation foncière continuent à encore être mises en place et créer des formes de simplification, mais aussi de nouvelles formes de régulation. Du côté des dynamiques agraires, en fait, il y a la manière, il y a toute la dimension importante en fait, qui est associée en fait, à des formes d'innovation technique comme l'irrigation par forage, l'agriculture, enfin les pivots, etc., qui ont une influence assez forte sur les relations foncières et la gouvernance de la terre. Et enfin, les reconfigurations récentes de dynamiques entrepreneuriales
tout ce qui est lié aux land grabs et aux agribusiness, reconfigure aussi les dynamiques territoriales actuelles. Voilà, je m'arrête là. Je pense que tu nous donnes déjà beaucoup de matériel au niveau de la terminologie, des approches, considérées sous un angle historique, qui finalement nous amène à voir qu'il y a un lien assez fort entre les territoires et la dimension française, du moins la définition de la territorialisation, c'est le fait de pouvoir inclure les acteurs sur un territoire de l'autre. Extrêmement proche de ce qu'on travaille sur le foncier, en matière foncière. On a un premier lien très fort qui apparaît dans cette présentation. Je ne sais pas si à ouvrir quand même la discussion entre le temps, ce serait intéressant. Jean-Pierre. Oui, il faut changer de chevaux. Il faut prendre les micros. En fait, les micros ne sont pas pour la salle, c'est pour la vidéo. Donc il faut faire l'effort de parler fort. Oui. C'est pas la salle qui est sonorisée, c'est la plus... Oui, donc bonjour. Une observation, puis une question. L'observation, c'est ce que vous disiez par rapport à l'approche terroir en Côte d'Ivoire. Je vois à quoi vous faites allusion, mais je pense qu'il y a... Enfin, il s'agissait des PFR, des plans fonciers ruraux, qui forcément partaient des terroirs villageois, mais il n'y avait guère que ça. Il n'y avait pas une approche terroir spécifique. À mon sens, c'était tout simplement une question de formalisation, de titrisation, etc. Il y a l'article, effectivement, de, comment il s'appelle, Bassett, sur le Nord. Et il s'agit bien de considérer cette opération comme une projection de l'approche Banque mondiale, plutôt de titrisation systématique. Ma question, c'est est-ce que sur ces questions de territorialisation, territoire, etc., il y a quelque part émergence d'une problématique autour de l'autochtonie, qui est une figure tout à fait intéressante, parce qu'en réalité, il s'agit de transformer une commune origine territoriale en un capital social qui peut être tout à fait déterritorialisé. Et il me semble que ça met bien l'accent aussi sur le danger de considérer, enfin, en tant qu'anthropologue, le danger de considérer territoire, etc., comme une simple projection spatiale fixe, enfin, par rapport à un espace fixe. Voilà. Ouais. Oui, c'est pas une question facile, j'ai l'impression. Je réponds tout de suite ou Ouais. Alors sur les PFR et sur le papier de Bassett, oui, peut-être moi je vois ça d'un petit peu loin. Il parle de néo-terroir, il me semble, dans ce papier-là, pour bien dire en fait, qu'on est vraiment on est bien sur un glissement hein, de ce qu'était l'approche initiale, mais effectivement, bon bah oui, ça glisse bien vers oui, une approche Banque mondiale et une vision des droits de propriété qui est extrêmement simplifiée. Enfin, voilà, c'est comme ça que je l'avais compris. Mais du coup, j'imagine que ce glissement et cette réappropriation a sans doute laissé un peu de traces. Enfin, voilà. Peut-être pas tant que ça, mais voilà. Sur l'autochtonie, alors dans les travaux de Peluso, ça vient pas comme ça. Hein. C'est quelque chose qui, sauf erreur, est pas très présent. Par contre, oui, je comprends bien la question. Effectivement, c'est une tentation qui vient très vite, hein, quelque part, de poser ça. Alors, j'ai des collègues hein, qui travaillent là-dessus, autour du capital d'autochtonie, tel que Rétière, par exemple, l'avait proposé. On a un thésard en sociologie dans l'unité qui travaille notamment sur cette question-là, sur la manière dont le capital... lui travaille notamment sur la réunion et sur la manière dont l'idée d'un capital d'autochtonie ou pas pourrait être utilisée. Moi, je ne vous cache pas que je suis un peu embêté, hein, quelque part, avec cette
avec cette manière de penser, parce qu'elle d'une certaine manière, elle tend quand même à figer les choses. C'est-à-dire que, enfin, pas à figer les choses, mais à les rendre un petit peu, à les discrétiser, quoi. C'est-à-dire qu'on va, il y a des individus qui vont pouvoir jouer ça, et d'autres qui auront beaucoup plus de mal à le faire. Et donc, c'est quand même une machine à laver qui est quand même assez, puissante, quoi. Bon, voilà, c'est peut-être pas une très bonne réponse que je vous fais, mais bon, enfin, mais je comprends bien l'enjeu. Ouais. Laurent ? Ah, pardon. Merci. Laurent Gazul, géographe au CIRAD. D'abord, merci Baptiste de cette présentation foisonnante sur le territoire, qui reste, malgré effectivement ses évolutions et ses précisions, un concept foisonnant pour moi. Je voulais juste, malgré tout, malgré effectivement ton degré de complétude effectivement du sujet, rebondir et compléter sur les 2 derniers points. Parce que ces dernières années, le territoire, enfin, dans ce que tu nous as présenté, c'est effectivement un certain nombre d'acceptions et, je dirais, d'accaparement ou de définition du territoire, surtout en milieu rural. Je voulais juste préciser que le territoire, il a été utilisé aussi en géographie économique, en milieu urbain et en milieu industriel, et c'est pour ça que ça va me permettre de rebondir sur les 2 derniers aspects, sur les aspects, les liens entre territoire et innovation, et les liens entre entrepreneuriat ou dynamique, je dirais, industrielle et territoriale, parce que ça me semble intéressant de prolonger ça là-dessus. Donc le territoire, ça a été aussi utilisé en géographie économique, surtout milieu urbain et milieu industriel, avec des définitions qui étaient un peu autres, aussi bien dans le monde anglo-saxon que dans le monde d'ailleurs francophone. Dans le monde industriel, c'était surtout le territoire en tant qu'espace de proximité et proximité comme facteur, on va dire, d'activité industrielle. Donc que ce soit sur les effets d'échelle, que ce soit sur les liens effectivement directement de la distance sur l'activité, etc. Et ça a des liens aussi avec, ça a eu des répercussions sur des échos dans le monde foncier, surtout en milieu urbain, avec les nouvelles théories de localisation, notamment de Fujita et autres. Et là, on avait des liens très très forts entre la notion de territoire et la notion foncière. C'est en train d'être revu dans le monde économique, et y compris dans le monde agroéconomique, on va dire, agro-business, où il y a un certain nombre de nouvelles interrogations sur justement la localisation de ces agribusiness et des industries minières, et les liens avec les dynamiques territoriales, les configurations, évidemment le développement territorial. Donc ça, c'est encore un sujet qui est très très présent en économie géographique ou en économie spatiale, géographie économique. Avec, il y a les travaux de Pecker, de Grenoble, et puis tout un tas d'anglo-saxons également. Et nouvellement, et c'est ça qui me semble aussi intéressant à noter, c'est sur la notion des liens entre innovation et territoire. Ça, c'est un peu plus neuf. Mais il y a tout effectivement, je dirais, un domaine foisonnant également là-dessus, sur les interrogations entre ces deux mondes-là, et notamment avec le développement du concept de système d'innovation. Avec des questionnements sur ces limites de ce système-là et quel lien avec les territoires et les limites territoriales ou les définitions territoriales. Donc on est passé des systèmes nationaux d'innovation avec les systèmes régionaux, puis maintenant on arrive aux systèmes locaux, mais le local c'est quoi ? Et là on s'interroge effectivement directement entre le système d'innovation et le territoire. Et là il y a les équipes du CIRAD y travaillent là-dessus, les équipes mais on a tout un tas de travaux maintenant également, notamment dans le monde plutôt dans les universités du Nord, donc les travaux de Marquardt, Treffer, etc. Et on a des hybridations, en tout cas des enrichissements qui me semblent assez intéressants dans ce domaine-là. Le foncier, par contre, n'est relativement peu évoqué dans ce domaine-là, mais dans les systèmes je dirais, d'innovation agricole, il commence aussi à venir. Et là, il y a des choses aussi, je pense, très très intéressantes à aller regarder dans ce domaine-là, avec des vraies
interrogations sur, et jusqu'à même des définitions qui sont en train d'apparaître. Le territoire, c'est l'espace de la création quelque part et de l'innovation. Et c'est la création et l'innovation qui créent une forme d'identité et donc de reterritorialisation également à travers ce concept-là de système d'innovation. Voilà, c'était juste pour prolonger, parce que ça, je pense que là, il y a une réouverture du concept de territoire au-delà du terroir, des ouvertures, je dirais, un peu anciennes et quelque part rurales du concept. Voilà. Merci. Merci beaucoup. Je pense qu'on va avancer. Juste un point très, très bref. Je suis fouilleuse, je suis CNRS et CIRAD et je suis en sciences politiques. Donc complètement néophyte et je connais ni les questions foncières ni les questions de territorialisation. Mais j'ai trouvé vraiment hyper intéressant dans votre présentation, en tout cas, la constance de la présence de la question du politique, que ce soit à travers les rapports de force, que ce soit à travers l'influence, l'utilisation de la violence, la question de gouvernance, etc. Et je trouve ça d'autant plus intéressant que moi, je suis assez frustrée des évolutions de la science politique contemporaine, qu'elles soient anglo-saxonnes ou françaises, qui évacuent beaucoup, à mon sens, la question du politique, la question de la concurrence entre projets politiques, de rapports de force dans l'appropriation des ressources, etc. Et donc, voilà, je voulais juste vous remercier parce que je trouve vraiment intéressant cette centralité du politique et peut-être vous demander si est-ce que c'est vraiment votre approche à vous ou c'est propre à ces questions foncières en général ou de territorialisation. Est-ce que c'est un produit de cette confrontation entre ces deux termes de foncier et de territoire ou est-ce que c'est propre à votre approche? Parce que raison, je n'ai pas retrouvé beaucoup dans l'intervention précédente. Donc là, je me suis dit, peut-être c'est pas propre à la question, mais propre à l'approche de ce chercheur. Là, ce que j'ai présenté, c'était pas moi, voilà. Mais c'est notamment très porté par des courants qui sont quand même dans une galaxie, notamment qu'on pourrait qualifier, même si c'est un peu rapide, de politico-écologie. Les politistes sont quand même assez présents là-dedans. Nancy Lee Peluso, c'est de la sociologie politique, ce qu'elle fait. Il y a un certain nombre de figures, notamment britanniques, de ces courants-là, qui sont des politistes. Donc, il y a des disciplinairement, en fait, c'est quand même assez transverse, quoi, j'ai l'impression.